J'appelle maintenant le trio Houben et Jean-Paul Schroeder.
Voilà, ce morceau s'appelait The Sheikh of Araby, ce très vieux morceau s'appelait The Sheikh of Araby. Et vous avez entendu, en commençant par le fond, M. Jacques Perroton à la guitare. À la guitare également, Quentin Liégeois. Et au saxophone, M. Steve Houben. Voilà, alors merci d'être là d'abord, merci à toutes les personnes qui nous ont invités à venir vous présenter cet objet un peu hybride que M. Asquin vous a montré. Hybride parce que c'est à la fois un livre et un disque, et qu'il porte un titre aussi qui est un peu surprenant, le jazz comme modèle de société. On peut se poser dès le départ la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de modèle de société? En quoi est-ce que le jazz pourrait être un modèle de société? Et c'est vrai que, bon, une première réflexion fait qu'on a quelques doutes par rapport à ce type de modélisation, puisque le jazz, les origines du jazz ne sont pas liées à des choses particulièrement relevées. Le jazz, il est né dans les bordels de la Nouvelle-Orléans, très clairement. Il est né dans la rue aussi, par les fanfares. Il a grandi dans les bouges du quartier sud de Chicago, toujours dans un milieu aussi lié à la prostitution. Il a atteint sa première maturité dans le quartier noir de Harlem. Et c'était chaque fois des endroits qui avaient de fortes, où on l'associait fortement à des odeurs d'alcool, à des senteurs de marijuana, à toutes sortes de choses. C'était aussi une musique dont les principaux sponsors, les principaux mécènes étaient des gangsters. C'était la pègre, je veux dire, les gens qui ont aidé les musiciens de jazz au départ, qui possédaient les clubs, c'était à Chicago Al Capone, c'était Owen Madden qui était à New York et qui avait ouvert le Cotton Club alors qu'il était en prison à Sing Sing, c'était à Kansas City Tom Pendergast qui était à la fois le maire de la ville et un des chefs de la pègre, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de prohibition à Kansas City. Enfin voilà, c'est un milieu très particulier. C'est un milieu aussi de gens qui étaient souvent des illettrés au sens propre, qui parfois ne savaient ni lire ni écrire, et qui souvent, en tout cas, étaient des illettrés au niveau musical. Dans les premières générations, en tout cas, ils ne savaient pas lire la musique. Et les musiciens classiques, se moquaient gentiment ou moins gentiment d'eux en les appelant des fakers, des tricheurs, des menteurs. Et souvent, comme parfois il y avait des obligations de devoir montrer qu'on savait lire la musique, ils prenaient des partitions, ils les mettaient sur un chevalet, mais ils n'auraient pas su en lire une note, mais ça donnait l'impression, et sinon ils jouaient d'oreille évidemment. C'est la base du jazz, c'est d'avoir joué justement de manière improvisé et d'avoir joué d'oreilles. C'est des musiciens qui avaient souvent une oreille assez extraordinaire. Donc, une série de choses qui sont dans un milieu un peu particulier. Est-ce que vous savez, par exemple, d'où vient le mot jazz? Je m'excuse d'être déjà un peu vulgaire en commençant dans la première intervention de cette conférence, mais on ne peut pas passer à côté. Ça donne une idée quand même de ses origines, de ce mot jazz. C'était en fait un verbe argotique qui avait cours surtout dans le milieu des musiciens, donc, mais pas seulement, qui s'appelait to jazz, donc J-A-2-S, et qui était un terme extrêmement vulgaire qui désignait l'acte sexuel. C'était quelque chose comme baiser, comme niquer, mais en beaucoup plus vulgaire. Alors, on va en rester là. Moi, je connais en wallon-liégeois des mots qui conviennent très bien. Peut-être qu'en carolo, vous en connaissez aussi, mais on va rester avec ce type de vocabulaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé cette musique comme ça? On l'a appelée comme ça, en tout cas l'anecdote, je ne sais pas si elle est vraie à 100%, mais elle me plaît beaucoup. On raconte donc qu'un jour, un orchestre de musiciens de la Nouvelle-Orléans sont allés jouer dans une ville au nord, à Chicago. Et en général, les gens du Sud n'étaient pas très bien vus. C'était un peu les bouseux d'abord, et puis surtout, ça c'était le gros problème, ils n'étaient pas affiliés au syndicat des musiciens, qui était déjà très puissant à l'époque, dans les années 10. Et donc, les gens du syndicat des musiciens sont allés, croyant nuire à l'orchestre, et sachant que, connaissant les origines du jazz, sont allés devant l'établissement où jouait l'orchestre, l'orchestre de Tom Brown, et ils ont mis « Here is jazz music, don't patronize jazz music ». Ici, on joue de la musique de baise, ne soutenez pas la musique de baise. Ce qui était évidemment mal connaître l'âme humaine, puisque évidemment, au lieu de faire flouer les gens, ça les a attirés très fortement, et l'orchestre n'a jamais eu autant de succès que cette fois-là.
Ils ont gardé le nom Jazz Band et dans les semaines qui ont suivi, des tas d'orchestres ont commencé à s'appeler également Jazz Band. Voilà, bon, je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais je trouve que l'idée, en tout cas, reflète bien les origines du jazz. On ne sait toujours pas pourquoi le jazz pourrait être un modèle de société. En fait, ce qui se passe, c'est que à la fois dans l'histoire et dans le fonctionnement du jazz, il y a une série de paradigmes, pour utiliser un mot un peu savant, une série de valeurs qui peuvent, en tout cas, sinon être de vrais modèles, amener à réfléchir, amener à réfléchir à toute une série de problèmes qui sont ceux de notre époque. Et je vous donnerai un ou deux exemples qui seront illustrés par les musiciens par après. Et ces exemples, en général, viennent du fait que le jazz est une musique métissée. Hein. C'est une musique qui, au départ, est une musique afro-américaine. Il faut les trois. Il faut l'Europe, il faut l'Afrique, il faut l'Amérique. Si vous n'avez pas les trois, vous n'avez pas de jazz. Très, très schématiquement, l'Europe va apporter toute cette richesse de toute l'histoire musicale européenne en termes d'harmonie, de mélodie, d'instrumentation, de composition, etc. Très schématiquement aussi, l'Afrique va apporter une richesse tout à fait inconnue chez nous en termes de rythme, en termes de sonorité, en termes de dialogue, de rapport à l'improvisation. Et l'Amérique va amener le décor, qui n'est pas toujours un décor très, très reluisant, puisque c'est le décor de l'esclavagisme d'abord. Hein, c'est de là que tout a démarré, c'est par la traite des Noirs que tout a démarré. Mais c'était aussi l'Amérique du rêve américain et d'une certaine forme de liberté. Donc c'est un peu tout ce décor qui va être celui dans lequel va naître le jazz, évidemment. Donc, à partir de là, il y a une série de caractéristiques qui vont surtout venir d'Afrique. Je dis surtout venir d'Afrique parce que ce qui vient d'Europe, on le connaît mieux, on est moins surpris. Mais ce qui est parfois plus étonnant, c'est ce qui vient justement d'Afrique, ce qu'on pourrait appeler des africanismes. Alors je vais vous en citer deux ou trois au cours de la soirée, je vais vous en citer deux maintenant, et puis on demandera aux musiciens de proposer une illustration. Une des premières choses qui frappe quand on compare la pratique musicale européenne et la pratique musicale africaine, c'est le rôle joué par la musique. Bon, chez nous, la musique fait partie du domaine artistique ou fait partie du divertissement. C'est un peu les deux en général. C'est vrai qu'il y a eu, on m'a parfois fait remarquer justement qu'il y a eu dans certaines régions des musiques populaires qui étaient aussi des musiques qui avaient qui avaient joué un rôle sociopolitique, mais disons que c'est moins flagrant qu'avec ce qui va se passer avec le jazz et avec les musiques qui sont autour du jazz. Et avec ce qui se passe en Afrique. En Afrique, la musique, elle fait partie tout simplement de la vie. On ne peut pas imaginer la musique hors de la vie. Il y a certains dialectes africains dans lesquels le mot musique n'existe pas. Tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer une musique théorique. La musique, c'est la vie. La musique, elle est là tout le temps. Donc il y a des musiques pour tous les moments de la vie, pour tous les moments de l'existence. Et donc, c'est une musique qu'on pourrait appeler une musique fonctionnelle. Et le jazz, comme il va hériter des deux, ce sera à la fois une musique qui sera parfois une musique de divertissement, ou dans les débuts c'était en tout cas le cas, une musique artistique, à partir du bebop c'est devenu une musique qui a revendiqué le fait d'être une musique de concert, mais c'est aussi, et tout au long de son histoire, c'est aussi une musique qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire, notamment dans celle de la communauté noire américaine. Ça va être un soutien, ça va être une aide, ça va devancer, ça va suivre les mouvements politiques. Alors, un peu plus à certaines périodes qu'à d'autres, mais c'est clair qu'il y a des époques où vraiment le jazz est quasi une sorte de musique militante, on va dire, quelque chose comme ça. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Dans les caractéristiques, alors plus strictement musicales, il y a deux choses que je voudrais citer dès maintenant, et la première, c'est le rapport au rythme. Il n'y a pas de musique sans rythme. Si je demande aux musiciens de jouer un morceau sans rythme, ils vont jouer une note, et puis ça va s'arrêter là, parce que toute musique est d'abord du rythme. Une mélodie, c'est une façon de mettre les notes rythmiquement parlant. Par contre, chez nous, en Europe, le rythme, c'est quelque chose qui était rarement, en tout cas, mis en avant dans la tradition classique. C'était un petit peu comme si on avait un peu honte, comme si c'était le côté un peu honteux de la musique finalement, parce que le rythme, c'est la respiration, c'est la transpiration, c'est le côté le plus physique finalement de la musique. Et on a souvent, dans les siècles passés chez nous, considéré que la musique devait parler à l'esprit surtout, plutôt qu'au corps. Ça, c'était chez nous, ici en Europe.
En Afrique, les choses sont totalement différentes et le rythme a une place prépondérante. Effectivement, chez nous, le rythme, bon, on le voit guère hein, dans la musique classique, je veux dire, c'est clair qu'il est là, il est présent, mais il est souvent un peu mis en arrière. Il y a dans la musique de chambre, il n'y a quasi pas d'orchestre de percussion. Dans l'orchestre symphonique, il y a les timbales, etc. Mais elles ne sont quasi jamais là pour marquer le beat, le battement. Elles sont là pour marquer un crescendo, pour marquer une couleur, quelque chose comme ça, mais rarement pour marquer vraiment le battement, comme ça va être le cas, comme c'est le cas en Afrique et comme ce sera le cas dans le jazz. Et puis la deuxième chose, c'est que ce rythme, il est d'une richesse qu'on a beaucoup de mal à imaginer chez nous et qui fera d'ailleurs qu'au départ, on ne comprendra pas. On va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent tous ensemble, ils jouent des choses différentes. Parce que tout simplement, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la polyrythmie. Et la polyrythmie, c'est la base du jazz aussi. C'est-à-dire que c'est une façon de jouer toute une série de rythmes en même temps qui vont se compléter, se contredire parfois et puis se résoudre. Et c'est pas un hasard si la batterie, qui est un peu l'instrument emblématique du jazz, en tout cas quand le jazz apparaît, ben, la batterie, elle apparaît avec le jazz. Je veux dire, ça n'existait pas avant. La batterie, c'était quoi au départ? C'était des instruments de fanfare. Il y avait un musicien qui jouait de la grosse caisse, en la portant sur le ventre, un musicien qui jouait la caisse claire, le tambour, et un musicien qui travaillait avec les cymbales. Donc trois percussionnistes dans les fanfares. Et puis, ben, comme les musiciens noirs étaient des gens qui travaillaient naturellement, je dirais, la polyrythmie, ben, ils se sont dit, on va mettre tout ça ensemble. On a installé la grosse caisse par terre sur des pieds, on a fait un système pour installer la caisse claire sur la grosse caisse, on a mis la cymbale sur un pied, enfin, etc., etc. Et puis on a ajouté toute une série de petites choses, et la batterie était née. Et la polyrythmie, c'est quelque chose, pour en terminer avec la polyrythmie, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à percevoir pour nous, je vous le disais. Il suffit pour ça de faire un tout petit exercice hein, que je ne vais pas vous demander à faire tous ici parce qu'on est un peu nombreux, mais si vous essayez de faire simplement cette petite chose que je vais vous montrer maintenant, qui est de faire un 2 sur 3. C'est-à-dire avec une main, vous jouez un rythme à 2 temps. Donc, 1, 2, 1, 2. Ça, normalement... tout le monde le fait sans difficulté. Avec l'autre main, vous allez faire un rythme à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De nouveau, pas de problème, tout va bien. Le problème, vous me voyez venir, c'est quand il faut faire les deux en même temps, évidemment, et que le 1 tombe au même moment. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous avez déjà, si vous demandez à 10 personnes dans la rue de faire ça, alors que c'est quelque chose, c'est la base, hein, c'est l'élément basique de la polyrythmie, vous avez beaucoup de gens qui, d'instinct, directement ne savent pas le faire. Évidemment, s'ils s'exercent un peu, ils vont le faire fatalement, mais c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel, alors que c'est quelque chose qui est totalement naturel pour un gamin africain ou noir américain. Et ce n'est pas une question de gène, hein, c'est une question vraiment de culture. Donc, première chose très importante, et vous allez voir, il n'y a pas d'instrument de percussion ici, mais vous allez voir tout au long qu'il y a évidemment de la polyrythmie. Il y a les deux guitares qui sont là, et même, de toute façon, avec l'instrument soliste, il y a toujours un rapport qui s'installe au niveau des rythmes. Deuxième caractéristique, c'est le travail sur le son. Et là aussi, si on compare avec la pratique occidentale, on a une différence fondamentale. Si vous vous inscrivez dans une école de musique, une académie, un conservatoire, pour apprendre à chanter ou pour apprendre un instrument, on va vous apprendre avant tout, à obtenir un beau son. Alors, qu'est-ce que c'est un beau son? C'est un son qui correspond à ce pourquoi l'instrument a été fait. C'est un son qui correspond aussi, au-delà de ça, à toute une série de critères esthétiques qui sont nos critères esthétiques à nous. C'est le beau, comme on le trouve dans la peinture, dans la poésie, que sais-je, où on a vraiment une volonté d'arriver à une espèce de modèle, justement, d'étalon sonore, hein, le beau son, la belle sonorité. En Afrique et dans le jazz, c'est tout à fait le contraire. On ne va pas se préoccuper d'avoir... si, ils ont tous un très beau son, mais c'est un son qui n'a pas un rapport avec une beauté un peu, pas artificielle, mais un peu préétablie comme ça. Puisque, au contraire, on va triturer le son pour le rendre expressif et personnel. Le but, ce n'est pas d'avoir le plus beau son possible. Le but, c'est que le son, il soit
il permet d'exprimer le plus de sentiments possible, d'exprimer la colère, la joie, la tristesse, peu importe, rien que par le son. Si Louben peut vous jouer avec son saxophone et vous faire rire, vous faire pleurer, je veux dire, c'est le son, rien que le son, permet d'amener évidemment toute une série de sentiments. Et puis qu'il soit aussi personnel. Ça veut dire que chaque musicien a sa sonorité. Si vous donnez le même instrument à 3 saxophonistes, ben, ils vont avoir chacun 3 sons différents parce que on cultive dans le jazz la sonorité personnelle et c'est pour ça qu'avec un peu d'habitude, ben, on reconnaît, après quelques notes, on reconnaît, quand ce sont des musiciens d'un certain niveau, on reconnaît très vite la manière dont ils jouent rien que par le son. Et pour tout ce qui est cette histoire de son, l'idée au départ, c'est d'essayer de vous expliquer en quoi justement il peut y avoir à travers ces caractéristiques certaines valeurs qui peuvent apparaître. Et je vous donne l'exemple du son parce que, par exemple, chez Duke Ellington, je dis Duke Ellington parce qu'on va entendre maintenant un morceau de Duke Ellington, chaque musicien avait donc travaillé une sonorité qui était souvent assez dirty, assez sale, comme disent les Américains, c'est-à-dire que les trompettistes grognaient dans l'instrument, les sax faisaient des effets particuliers aussi. Enfin, on pouvait vraiment faire toutes sortes d'effets pour rendre le son différent, pour le rendre expressif de nouveau, comme feront les guitaristes par après avec les pédales, etc. C'est toujours le même principe, on essaye, ou les chanteurs, hein. Vous comparez Louis Armstrong et un chanteur classique, vous avez compris qu'il y a une différence fondamentale dans la conception du son. Et donc, je reviens à Duke Ellington, ces musiciens étaient tous des musiciens qui non seulement étaient tous des gens assez peu disciplinés, etc., mais ça c'est une autre histoire, mais qui avaient tous un son très particulier et pas du tout orthodoxe. Or, quand Duke Ellington écrivait ses arrangements, il arrivait, avec ses sonorités très disparates, à faire un son d'une beauté absolument exceptionnelle et unique. On n'a jamais vraiment réussi à imiter le son de Duke Ellington. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que la différence, parce qu'on parle de différence, que la différence n'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose qui enrichit. Et je n'ai pas besoin de vous dire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, y compris autour de nous, que ce soit des problèmes d'ordre communautaire, des problèmes de migrants, des problèmes peu importe, on a toujours très très peur de la différence. Et le jazz nous montre que la différence est quelque chose qui, la plupart du temps, enrichit plutôt que de poser des problèmes. Alors on va écouter un morceau de Duke Ellington, donc qui n'est pas un des anciens morceaux d'Ellington de sa période, justement où il faisait beaucoup ce travail sur les grognements, etc. C'est un morceau qui s'appelle Isfahan.
Voilà, c'est un extrait d'une suite de Duke Ellington qui s'appelait, si je me souviens bien, Eastern Suite, et ça s'appelait Isfahan. Alors, on a parlé de son, on a parlé de rythme. Une autre caractéristique, évidemment, et on l'entend tout au long de cette soirée, c'est l'improvisation. Et s'il y a bien un mystère pour les gens qui ne connaissent pas le jazz ou qui débarquent dans le jazz, c'est bien l'improvisation. Qu'est-ce que ça veut dire que l'improvisation? Est-ce que ça veut dire faire n'importe quoi? Non, ce serait un peu trop facile, et je crois qu'alors tout le monde pourrait prendre un instrument et se mettre... Il y a une époque où on a cru que c'était un peu ça, mais je crois qu'on n'en est plus vraiment là. L'improvisation, qui est un peu aussi, d'une certaine façon, la preuve que le jazz, c'est un peu une sorte de revanche de l'interprète sur le compositeur. Pendant des siècles, dans la tradition musicale classique, le maître absolu, ça a été le compositeur. Je veux dire, c'est pas un hasard si on a mis sur pied toute une façon d'écrire la musique extrêmement précise, qui permet de rejouer aujourd'hui quasi exactement comme elle a été écrite, une musique qui date de 3-4 siècles. C'est vraiment une pratique extrêmement précise. Donc, et ça veut dire que bon, on ne pouvait pas s'écarter beaucoup. Alors, les gens qui sont spécialistes en musique classique entendent évidemment des nuances qu'on n'entend pas nécessairement quand on n'a pas cette spécialisation, mais c'est vrai que c'est le compositeur qui a la donne, qui a la main. Ça, c'est une évidence. Dans le jazz, c'est le contraire. Dans le jazz, c'est l'interprète qui est au pouvoir, si on peut dire, puisque on peut faire du jazz grosso modo avec n'importe quoi. Si la mélodie de départ est belle, tant mieux, mais c'est vrai qu'on peut faire du jazz avec n'importe quelle mélodie, et on l'a fait d'ailleurs. Bon, il y a eu parfois des chefs-d'œuvre qui sont nés avec des choses qui étaient au départ des petites chansonnettes. Quand Coltrane a écrit My Favorite Thing, c'était au départ la mélodie du bonheur, une petite chanson du film. Donc je veux dire, il y a eu des tas d'exemples comme ça où on a vraiment, Louis Armstrong l'a fait très souvent, en reprenant des chansons françaises, etc. Donc, l'important, c'est vraiment l'interprète, et c'est l'interprète parce que, d'une part, il ne va jamais jouer les choses exactement comme elles sont écrites, indépendamment de l'improvisation. Il va toujours jouer avec justement des petites nuances personnelles. Il va jouer un petit peu avant, un petit peu après le temps. Il va travailler des nuances au niveau du son aussi. Et puis alors, évidemment, il va improviser. Ils vont tous improviser. Vous savez que la pratique habituelle du jazz, on va dire à 80%, c'est, vous l'avez entendu ici, il y a un thème qui est joué, qui est arrangé, et puis chacun des musiciens va donner sa version du thème, va improviser, c'est-à-dire va recréer une nouvelle mélodie sur base de la mélodie initiale. Alors de nouveau, comment est-ce qu'on improvise? Qu'est-ce que c'est que cette magie de l'improvisation qui fait qu'ils sont en train de jouer? Effectivement, on a l'impression qu'ils jouent chacun un peu de leur côté, et tout d'un coup, ils s'arrêtent tous en même temps. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils suivent quelque chose, il y a quelque chose qui est en dessous de l'improvisation. Évidemment, l'improvisation se fait toujours avec une série de garde-fous. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, évidemment, c'est pas le but ici, mais c'est clair qu'il y a une série de choses qui sont donné dès le départ. Ici, on n'a pas de batteur ici, mais c'est en général le batteur qui donne le tempo, par exemple. Le batteur va dire 1, 2, 3, 4, et on est parti pour un tempo qui va rester pendant toute la durée du morceau, si tout va bien. Il y a aussi, à côté de ça, à côté du tempo, il y a aussi évidemment la tonalité. Est-ce qu'on va jouer en Do, est-ce qu'on va jouer en Fa, en Si bémol? Donc ça aussi, on le décide au départ. Et vous entendez les musiciens qui se mettent d'accord au départ et qui disent, bon voilà, on va jouer tel morceau, en quoi est-ce qu'on joue? En Si bémol. Et puis vous voyez arriver une chanteuse qui dit, ah non, ça ne va pas, parce que bon, moi je ne sais pas chanter dans ce ton-là, et il faut tout changer. Mais ça, c'est une histoire entre musiciens. Donc il y a ça, et puis à côté donc de ces caractéristiques-là, il y en a d'autres qui sont le fait que il y a aussi le rythme qui est donné. Est-ce qu'on va jouer un morceau en swing, plutôt avec un rythme un peu rock, un peu bossa nova? Bref, il y a une série de normes, de garde-fous qui sont là et sur lesquels on va improviser et qui vont surtout donner lieu à des grilles d'accords. Si vous voyez les partitions que les musiciens ont devant eux, ce sont des partitions extrêmement simple, avec la mélodie qui est inscrite et puis la grille d'accords. Ça veut dire que si vous avez un blues, qui est une forme très répandue en 12 mesures, vous allez avoir les 12 mesures, la mélodie se fait sur les 12 mesures, et puis les improvisations vont chaque fois suivre le même canevas. Ça veut dire que quand vous entendez dire qu'un musicien prend un chorus, ça veut dire qu'il improvise sur une fois la durée du morceau. Donc si c'est un blues, il fait 12 mesures d'impro. S'il prend 2 chorus, ça veut dire qu'il va faire 2 fois 12 mesures.
etc., etc. Les chansons traditionnelles, comme une chanson qu'on va entendre bientôt, les standards, celles qui viennent des comédies musicales, hein, qui étaient écrites dans les années 20, 30 par Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, tout ce qui va dans les standards du jazz, sont souvent des morceaux en 32 mesures. Mais là, c'est la même chose. On prend un chorus, ça veut dire qu'on va improviser pendant une fois, deux fois, trois fois 32 mesures. Donc l'improvisation, c'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose qui demande un grand travail d'imagination et un grand travail aussi de collaboration entre les musiciens. Parce que bon, il faut que les choses se passent bien entre eux, évidemment. Et moi, c'est une des choses qui m'avait le plus frappé au départ quand j'ai commencé à réfléchir un peu à ce genre de sujet pour le livre ici. C'est qu'il y a dans le jazz, et ça c'est peut-être une des choses les plus fondamentales justement dans ces paradigmes dont je vous parlais, il y a un rapport entre la liberté et la solidarité qui est quelque chose de tout à fait étonnant et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les formes de musique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, moi je fais partie d'une génération, comme certains d'entre vous, où on a grandi avec devant soi un choix de société. Bon, il y avait deux modèles dans le monde, et il fallait choisir. Soit on choisissait le modèle, on va dire le modèle américain, et on choisissait, en principe en tout cas, leur modèle de liberté, et on savait bien qu'on devait peut-être renoncer à une certaine forme de solidarité. On n'a rien sans rien. Soit on choisissait le modèle communiste, socialiste, le modèle russe, et à ce moment-là, on savait bien qu'on aurait peut-être, en principe aussi, davantage de solidarité, mais par contre, qu'on allait devoir renoncer à une série de libertés. Et donc, c'était vraiment un peu, voilà, on ne pouvait pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. C'est toujours le même principe. Et on a vraiment on a grandi dans cet esprit-là qu'il fallait faire un choix obligatoirement. Le jazz nous dit exactement le contraire. Le jazz nous dit non seulement c'est pas contradictoire la liberté et la solidarité, mais c'est tout à fait lié, c'est tout à fait indispensable l'un à l'autre. Pourquoi ? Vous avez ici 3 musiciens. Vous avez parfois des orchestres plus importants aussi, peu importe. Si ces musiciens jouent et expriment arrivent à jouer de manière très solidaire, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à improviser et à exprimer leur liberté. Ça va pas leur poser des problèmes si le groupe est solidaire. Au contraire, plus le groupe est solidaire, plus les solistes auront de facilité à s'exprimer individuellement. Et de la même manière, plus les musiciens auront appris à domestiquer leur liberté, à jouer avec leur liberté, plus ils vont créer un son de groupe qui sera un son de nouveau, qui sera un son très solidaire. Et encore une fois, bon, voilà, on va pas chaque fois, on peut faire le lien à chaque fois avec des questions de société, évidemment. C'est un peu ce que je fais à certains moments dans ce livre, évidemment. C'est que il y a cette notion de liberté et de solidarité qui est fondamentale et qui est une des leçons, peut-être aussi, que nous donne le jazz. On parlait d'improvisation et de standards. On va écouter maintenant un standard. Donc les standards, je vous rappelle, c'est ces morceaux qui sont un peu le vocabulaire de base du jazz et qui font que des musiciens qui arrivent, un qui débarque de 4 coins du monde et qui ne se sont jamais vus, ils vont dire, oh tiens, on joue The Man I Love ou bien on joue Body and Soul. Et ils vont commencer à jouer ensemble et ce sera comme s'ils avaient toujours répété ensemble. On va écouter donc un morceau qui s'appelle The Man I Love, que vous connaissez certainement. C'est un morceau qui date, je n'ai plus la date d'écriture exactement, mais qui est apparu dans des films, etc. Et on va en écouter, je crois, une très très belle version qui a été faite pour ce concert, l'arrangement. Je vous rappelle donc que nous avons Jacques Pierroton, Quentin Liégeois et M. Steve Houbin. The Man I Love.
The Man I Love de Gershwin, et c'est ça aussi, on parlait de magie, mais en morceau de jazz comme celui-là, on peut en faire ce qu'on veut, on peut le jouer de toutes les manières. Vous avez vu qu'ils ont pris toute une série de détours pour revenir sur cette mélodie. Ça, c'est aussi évidemment la grande force du jazz. Une dernière chose que je voudrais vous dire avant de laisser les musiciens pour jouer encore quelques morceaux. On parlait tout à l'heure de côté fonctionnel, et c'est vrai que le jazz est aussi une musique qui n'est pas une musique neutre, je veux dire, qui a joué un rôle très important, notamment dans l'histoire de la communauté noire américaine. Je disais ça tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment creusé ce sujet. En quelques mots, tout au long de l'histoire, pratiquement, la musique, et notamment le jazz, a été une espèce d'arme, d'outil qui a servi vraiment l'émancipation des Noirs américains. Je vous donne juste 2-3 exemples, piqués un peu à différents moments de l'histoire du jazz. Tout commence par l'esclavage, vous le savez, et il y a à l'époque de l'esclavage, où il y avait donc toute une série de chants qui s'étaient mis en place, les chants de travail, les negros spirituals, les chants religieux, etc. Il y avait tout un répertoire qu'on appelait l'Underground Railroad, donc, qui était un répertoire un peu clandestin, et qui était aussi des chansons codées, qui permettaient aux musiciens, qui permettaient aux esclaves de s'évader vers le nord, vers les États du Nord, qui n'étaient pas esclavagistes, ou vers le Canada, qui était un peu une espèce de terre promise. Et ils avaient en fait, parce que les historiens blancs ont toujours donné une image comme ça, un peu naïve des Noirs de l'époque, Oncle Tom et compagnie, c'était pas du tout le cas, il y avait vraiment des réseaux organisés. Et il y avait notamment donc, ce système, ils avaient très vite remarqué, par exemple, que leur situation avait des points communs avec celle des Juifs de l'Exode dans la Bible. Et donc, comme il y avait des sermons régulièrement par les prédicateurs, ou des chants simplement, ils avaient trouvé un système de correspondance qui fait que quand on parlait des Juifs, c'était nous, les Noirs. Quand on parlait des Égyptiens, c'était les Blancs. Quand on parlait du Pharaon, c'était le chef des Blancs. Quand on parlait du Jourdain, c'était le Mississippi, etc. Quand on parlait de la Terre promise, c'était justement le Canada. Et donc, ça permettait par exemple, de donner des rendez-vous pour préparer des évasions. Et il y a tout un tas de chansons, même dans les chansons connues, comme Deep River, etc., des chansons qui ont un message caché. Et ça, tout au long de l'histoire du jazz, on va retrouver des liens comme ça entre l'histoire et la politique, d'une certaine manière, puisque c'est toute la vie sociopolitique des Noirs qui est en jeu là-dedans. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, dans les années 20, il y a eu un très vaste phénomène à New York qui s'appelait la Harlem Renaissance, et qui est un phénomène à la fois artistique et politique, qui était pour la première fois une valorisation par les Noirs eux-mêmes, donc quelques 2 générations après l'esclavage, de leur création artistique. Alors il y avait là-dedans des peintres extraordinaires, il y avait des sculpteurs, il y avait des poètes comme Langston Hughes, c'est un des plus connus, il y avait des écrivains, il y avait des musiciens, évidemment, Duke Ellington, et donc tous ces musiciens étaient autour d'un système qui avait aussi un noyau politique qui était parfois excessif, qui prônait le retour à l'Afrique, etc., qui était une utopie, évidemment. Mais enfin, il y avait vraiment une volonté de s'affirmer en tant que Noir dès cette époque-là. Il y a eu, dans les années 30, c'est un peu moins flagrant, parce qu'il y a la période swing avec toute cette frénésie de la danse, etc. Et pourtant, il y a une chanson comme Strange Fruit de Billie Holiday, qui est une chanson incroyable sur le lynchage. C'est la première fois qu'on osait écrire une chanson sur le lynchage à une époque où c'était encore très courant. Il suffisait qu'un noir adresse la parole à une blanche et il finissait accroché à un arbre et puis brûlé. Et donc Billie Holiday a écrit cette chanson, enfin c'est pas elle qui l'a écrite, on l'a écrite pour elle, un instituteur blanc. Et cette chanson est devenue une espèce vraiment de symbole, de symbole antiraciste, anti évidemment lynchage d'abord. Et par la suite, dans toutes les musiques où les Noirs avaient un lien, et même dans d'autres, on a retrouvé cette chanson. Il y a des versions jazz, évidemment, il y a des versions en rhythm and blues, en soul, en blues, il y a des versions en reggae, il y a des versions en punk, il y a des versions... Dans toutes les musiques, pratiquement, on retrouve Strange Fruit, parce que ça a été un véhicule vraiment extraordinaire, une chanson qui est devenue vraiment un véhicule politique. Bon, alors voilà, on pourrait continuer dans les années 60, dans les années
années déjà 40, le bebop, on va entendre un morceau de bebop, Charlie Parker, etc., c'était aussi une façon d'accompagner un peu les combats, les premiers combats des Noirs dans les rues au début des années 40, à une époque où on envoyait les Noirs se battre en Europe pour défendre les démocraties, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas droit aux choses les plus élémentaires. Ça a été des déclencheurs, évidemment. Les années 60, là, c'est vraiment un mouvement politique très, très, très fort, avec les mouvements autour de gens plus pacifistes, comme Martin Luther King, ou des choses un peu plus virulentes, les Black Panthers, etc. Ça, c'est un des aspects. Et le deuxième aspect, je terminerai avec ça, c'est que, à côté de ça, on se rend compte que le jazz, pour toute une série de raisons, dont certaines dont je vous ai parlé, fait souvent très peur aux dictateurs. C'est une curieuse façon de l'exprimer peut-être, mais c'est clair que je ne connais pas d'exemple où le jazz a été bien vu dans une dictature, dans un pouvoir fort. Le jazz était en général interdit, mis à l'index. C'est le cas dans presque toutes les dictatures. C'était le cas évidemment pendant l'occupation ici en Belgique, où on avait donc... le jazz, en tout cas on ne pouvait pas jouer d'airs anglais, américains, de compositeurs juifs, de compositeurs noirs, etc. On ne pouvait pas danser sur cette musique, il y avait un tas de choses qui étaient théoriquement en tout cas interdites, ce qui n'a pas empêché qu'on a fait beaucoup de jazz à l'époque parce que c'était devenu un peu une sorte de musique de résistance pour les jeunes à l'époque, c'est de jouer cette musique interdite. Mais alors, donc, ce qui est assez amusant, je voudrais vous donner un exemple. C'est l'exemple d'un texte qui a été donc écrit en Tchécoslovaquie pendant l'occupation allemande. Et donc, c'était une espèce de catalogue de ce qu'on ne pouvait pas faire au niveau du jazz. Donc, c'était vraiment le jazz. Il n'était pas totalement interdit, mais il y avait une série de règles qui étaient assez incroyables. Et donc, un jour, un écrivain tchèque qui s'appelait Josef Skrovecký avait vu ce catalogue, il avait dit « c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il en avait fait une nouvelle qui va évidemment être censurée directement, et puis on oublie ce texte. Le temps passe et la Tchécoslovaquie passe sous régime soviétique. Et là, un tout jeune metteur en scène, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on connaîtra par après, qui s'appelle, et je retombe sur son nom, magnifique, enfin ça va me revenir dans quelques instants, Volosudanit Coucou, allez, aidez-moi, au secours. Bref, je vous dis son nom dans quelques instants, découvre ce texte et il décide d'en faire un film. Il dit, maintenant, les choses ont changé, le monde a changé, on va en faire un film. Sauf qu'entre-temps, ce film sera également interdit parce que le texte en question avait été repris par la nouvelle autorité, par le président Novotny, qui avait repris le texte tel quel pratiquement. Donc on a dans une dictature, on va dire dans une dictature de droite, dans une dictature de gauche, on a le même texte par rapport au jazz. C'est quand même assez incroyable. Et alors je voudrais juste vous lire, parce que tellement c'est drôle à force d'être absurde, vous lire quelques petits extraits simplement donc de ce qui était interdit ou pas. Alors, où est-il? Voilà. Donc, déjà, premièrement, au niveau des instruments, on trouve des familles d'instruments qui sont plus ou moins respectables que d'autres. Les saxophones sont considérés comme étrangers à l'âme allemande, d'un côté à l'âme russe dans la deuxième version, et il est recommandé de les remplacer par des instruments nobles comme le violoncelle ou le hautbois. Les petites percussions, les cloches, les compagnies sont également mises à l'index. La contrebasse et le violon seront impérativement joués à l'archet. Le jeu en pizzicato, donc avec les doigts, étant jugé indécent. Etc., etc. Pas de break de batterie de plus d'une demi-mesure. Alors, je ne sais pas comment il faisait pour contrôler, mais on ne pouvait pas faire de break de batterie de plus d'une demi-mesure, sauf dans les marches militaires. Là, c'était autorisé, il y avait une permission spéciale pour les militaires. Pas de sourdine. Vous savez que je vous disais tout à l'heure que les musiciens noirs travaillaient beaucoup sur le son avec des sourdines, notamment. Ils mettaient des trucs pour déboucher les éviers devant les trompettes, etc., pour faire des sons qui imitaient la voix. Donc, pas de sourdine pour les cuivres. Ces sourdines qui défigurent le son noble des instruments en hurlements judéo-maçonniques. Alors, deuxième famille de restrictions, alors là, encore un peu plus délirante, c'est sur le type de répertoire et de composition. Un concert ne pourra jamais contenir plus de 20% de morceaux de type swing. De nouveau, comment on vérifie ça, je ne sais pas très bien. Il prévoit qu'on ne pourra pas avoir, alors là, ça plonge vraiment dans le délire, plus d'un maximum de 10% de syncopes par composition. Alors, je ne sais pas si quelqu'un allait compter les syncopes dans les compositions, mais voilà, ça c'était...
parce que les syncopes étaient la voie ouverte vers l'hystérie et les bas instincts. On préférera les tonalités majeures, porteuses de joie de vivre, plutôt que les tonalités mineures, évoquant la morosité juive. De même, on choisira les tempos vifs, les tempos lents et le blues en particulier étant porteur de lascivité. Toutefois, les tempos en question ne seront pas non plus trop vifs, l'idéal étant un allegro raisonnable. Au-delà, on risque de tomber dans des débordements négroïdes de type jazz hot. Etc., etc. Bon, je pourrais vous en lire comme ça toute une série. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu... ça nous montre que ce qui fait que le jazz était interdit, c'est pas spécialement que c'était une musique de nègre, comme on disait, ou une musique américaine d'un côté, une musique... c'était surtout qu'il y avait justement tous ces paradigmes, tout ce fait qu'il y a ce rapport entre la liberté et la solidarité. Je crois que c'est tout ça, tout le fait qu'on valorisait la différence. Je crois que c'est tout ça qui fait que les dictateurs avaient peur de cette musique finalement, parce qu'elle est en contradiction avec tout ce qu'eux voulaient imposer. On va écouter, donc maintenant, je crois que j'ai parlé assez, on va laisser les musiciens jouer. On va entendre d'abord un morceau de Charlie Parker, ça c'est l'époque du bebop, et c'est justement, je crois que c'est ça maintenant, vous jouez un morceau qui s'appelle Billy's Bounce, et c'est vraiment une époque où des jeunes musiciens noirs ont vraiment voulu changer l'esprit de la musique, l'esprit du jazz, le rendre moins commercial également. Et puis après, on écoutera alors un morceau qui évoque le métissage, qui sera toujours à l'œuvre dans le jazz. Ce sera un morceau de type plutôt bossa nova, How Insensitive. Et puis je pense qu'ils termineront par un morceau de Thelonious Monk, grand compositeur, un grand pianiste, et sur lequel il y a à dire. Je veux dire, on donne cette année à Liège, je donne un cours de 72 heures sur Monk, et je peux vous dire qu'on n'aura pas assez avec les 72 heures. Ce sont des gens qui ont une richesse tellement incroyable. Donc voilà, 3 morceaux par ce groupe que je vous représente une dernière fois, ou une avant-dernière fois. Jacques Perroton, Quentin Liégeois et Steve Houben.
a mis un petit micro, peut-être qu'il va servir. Une composition de Antonio Carlos Jobim, How Insensitive. Insensatez, en portugais.
How Insensitive, Antonio Carlos Jobim. Avant de laisser les musiciens terminer avec un morceau de ce grand révolutionnaire musical qui était Thelonious Monk à Mignou, je voudrais juste vous lire une toute petite phrase d'Archie Shepp, qui a été un des grands militants du jazz et qui disait, qui écrivait plutôt un jour: la libération des esthétiques est un prélude à la libération de l'humanité. Et je crois que c'est une phrase qu'on peut méditer à une époque où on a parfois un peu trop tendance, pour résoudre parfois les problèmes budgétaires, à saquer de manière suicidaire dans les budgets de la culture. Voilà. Amen.
Thank you.